Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons visiter ensemble le château de Versailles. Bonne visite! Le château de Versailles se trouve dans la ville de Versailles qui se situe à environ 16 km au sud-ouest de Paris. Versailles se trouve dans le département des Yvelines, dans la région Île-de-France, comme Paris. Voici ici le département des Yvelines, qui est le numéro 78, avec comme ville Saint-Germain-en-Laye, Mantes-la-Jolie, Rambouillet, etc. Nous voici ici devant le château de Versailles, avec son parc qui s'étend à l'horizon. Nous sommes devant la statue équestre de Louis XIV. Louis XIV a régné pendant 72 ans. C'est le plus long règne de l'histoire de France. Le symbole de ce roi est le soleil et il a été appelé le roi Soleil. À la mort de Louis XIII, son père, en 1643, Louis XIV devient roi à 5 ans. Jusqu'à sa majorité, c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui exerce le pouvoir assistée de Mazarin. C'est ce qu'on appelle la régence. On voit ici, à gauche, Louis XIV à 5 ans, sa mère, Anne d'Autriche, lui tenant la main, et Mazarin à droite. Le début de son règne est troublé par la révolte de la noblesse, c'est la Fronde, de 1648 à 1653. Quand la Fronde éclate, Louis XIV a alors 10 ans et il habite dans l'actuel musée du Louvre. Louis XIV est sacré roi le 7 juin 1654 à Reims. Il a 16 ans. On le voit ici sur la photo. Le nouveau roi veut tout diriger et tout contrôler. C'est la monarchie absolue. Il va faire construire à Versailles un immense palais et faire déménager la cour. Voici le Louvre du temps de Louis XIII, son père. Louis XIV va y habiter jusqu'à temps qu'il fasse déménager la cour à Versailles. Voici une vue du château de Versailles côté jardin en 1660. C'est une gravure du XVIIe siècle. Versailles est à l'époque un pavillon de chasse. Louis XIV va transformer et agrandir l'ancien pavillon de chasse de Louis XIII. Voici une peinture de 1663 montrant le château de Versailles en construction. Nous voici maintenant vers 1675 avec une vue du château de Versailles sur le parterre d'eau. Voici maintenant le château de Versailles vers 1680. Louis XIV va installer sa cour et son gouvernement là en 1682. À partir de 1682, quand Louis XIV décide d'installer la cour et le pouvoir central à Versailles, le château rassemble des milliers de personnes. La famille royale et ses officiers, les courtisans et leurs propres domestiques, les ministres et leurs multiples aides, mais aussi tout un personnel de serviteurs
d'ouvriers et de marchands. Tous ces gens-là vont permettre la bonne marche quotidienne du château lui-même et de l'État. La construction du château de Versailles a duré plus de 40 ans et jusqu'à 36 000 ouvriers y ont travaillé en même temps. La façade est dans un style différent de l'architecture de la Renaissance, c'est le classicisme. Jusqu'à la Révolution française, les rois y s'y sont succédés et ont embelli le château, chacun à leur tour. Le château compte aujourd'hui 2300 pièces réparties sur 63 154 mètres carrés. Sur ces 2300 pièces, 1000 pièces ont été transformées en musée. Le parc du château de Versailles s'étend sur 815 hectares. Avant la Révolution française, il faisait plus de 8000 hectares, dont 93 hectares de jardins. Le parc comprend de nombreux bâtiments, dont le Petit et le Grand Trianon, le hameau de la Reine, une orangerie, etc. Voici le plan du château de Versailles et des jardins dressé en 1746 par l'abbé de la Grive. Nous sommes maintenant sur le point d'entrer dans la cour du château de Versailles. Nous sommes maintenant dans la cour de marbre. Voici maintenant le salon d'Hercule. Regardez bien, s'il vous plaît, le tableau et le plafond. Nous poursuivons notre visite dans le salon d'Apollon. Nous sommes entrés dans le salon de la guerre. Et voici le salon de la paix. Voici le grand appartement du roi et on peut distinguer sur la droite un portrait de Louis XIV. Nous sommes dans la chambre du roi. Regardez les dorures, s'il vous plaît. Voici maintenant le grand appartement de la reine. Et bien sûr, la chambre de la reine. Nous voici arrivés dans la galerie des glaces. La galerie des glaces a été construite en 1678 et c'est une immense salle de 73 mètres de long, décorée de 17 glaces, très rares à l'époque, fabriquées en France pour la première fois. Regardons encore une fois cette magnifique galerie des glaces dans son ensemble. Comme nous l'avons vu, pour montrer sa puissance, Louis XIV transforme Versailles, au départ un simple relais de chasse, en un fastueux et imposant château. Dans celui-ci, le roi rassemble les nobles pour mieux les surveiller. Ce sont les courtisans. La vie à la cour est rythmée par de nombreux divertissements, mais elle est surtout tout entière organisée autour de Louis XIV. Voici la mode, sous Louis XIV, pour tous ces courtisans qui habitent au château de Versailles et qui constituent ce qu'on appelle la cour.
Connaissez-vous ce spectacle musical qui est sorti en 2005? Le titre est Le Roi Soleil. Dans ce spectacle musical, on peut voir de très beaux costumes et écouter de belles chansons qui sont devenues des classiques. Louis XIV se fait représenter sous la forme du soleil qui éclaire le monde et parcourt le ciel avec régularité. Comme le soleil, le roi observe un horaire strict que toute la cour connaît et suit chaque jour. Tout son emploi du temps est réglé et il n'y a aucun changement. Le roi prend aussi la forme d'Apollon, la divinité grecque du soleil. On le voit ici, à gauche. Louis XIV était un grand amateur d'art. Tout au long de sa vie, il a accueilli et encouragé de nombreux artistes. Il a lui-même fait beaucoup de choses sur scène. On le voit ici, sur l'affiche d'un film de Gérard Corbiot sorti en 2000, dont le titre est Le Roi danse. Voici une salle emblématique du château de Versailles. C'est la salle du Parlement. Le Parlement français est l'institution regroupant l'ensemble du pouvoir législatif français. Il est composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour des questions très importantes, le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent être réunis en congrès. Lorsque le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent, le congrès siège au château de Versailles dans la salle du congrès, construite en 1875, qui peut accueillir jusqu'à 1500 parlementaires. Cette réunion des 2 chambres est assez rare. Pour des questions très importantes, comme la modification de la Constitution, le Sénat et l'Assemblée nationale sont réunis pour discuter et prendre des décisions par un vote de l'ensemble des parlementaires. Réunir le Congrès à Versailles coûte très cher. Une estimation aurait donné des montants allant de 200 000 à 600 000 euros. Le président Emmanuel Macron a convoqué 2 fois le Congrès, en 2017, 2 mois après son élection, et en 2018. En 2017 notamment, la convocation du Congrès à Versailles par le président avait fait polémique au sein de la classe politique. En effet, sa décision de convoquer le Parlement, réuni en congrès le 3 juillet 2017, était pour présenter les grandes orientations de son mandat, et non pour y débattre d'une question importante quant aux institutions. Le voici ici, arrivant au château de Versailles, avec le Premier ministre, le président de l'Assemblée et le président du Sénat de l'époque. Voici le président Emmanuel Macron présentant les grandes orientations de son mandat devant le Congrès. Avant lui, Nicolas Sarkozy, président de 2007 à 2012, avait réuni le Congrès en 2009. Et François Hollande, président de 2012 à 2017, avait lui aussi réuni le Congrès une fois, et c'était en 2015. Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron ont également accueilli l'actuel
empereur du Japon à Versailles. C'était en septembre 2018. Le prince héritier du Japon, qui allait devenir empereur en mai 2019, a été reçu à Versailles 5 jours après le début de sa longue visite en France, où il était allé à Lyon, à Grenoble et en Bourgogne. Il devait ensuite rester 4 jours à Paris pour participer à plusieurs événements de la saison culturelle Japonisme 2018 qui avait été organisée en l'honneur des 160 ans des relations diplomatiques franco-japonaises. Lors du dîner officiel à Versailles, l'actuel empereur du Japon avait pris la parole en français. Le président Emmanuel Macron semble beaucoup aimer le château de Versailles. Il a reçu le président russe Vladimir Poutine au Grand Trianon le lundi 29 mai 2017. Voici l'emploi du temps de cette journée. À 13h45, il a accueilli Vladimir Poutine à Versailles. À 13h50 a commencé l'entretien, jusqu'à 14h30 où ils ont déjeuné. À 15h45, il y a eu une conférence de presse et à 16h30, la visite de l'exposition Pierre le Grand, un tsar en France, 1717. C'est à l'occasion de cette exposition, qui a duré du 30 mai au 24 septembre 2017, que le président Emmanuel Macron a rencontré son homologue russe. Cette exposition était consacrée au séjour du tsar Pierre le Grand en France, à Paris et dans ses environs, en mai et juin 1717. On les voit ici marcher côte à côte dans la salle des batailles. Voici la salle des batailles. Voici les grands Trianons où les présidents russes et français se sont rencontrés. Le Grand Trianon a été construit à la demande de Louis XIV à partir de 1687 par l'architecte Jules Hardouin-Mansart. Le Grand Trianon est aussi appelé le Trianon de marbre, à cause de ses façades extérieures en marbre rose. On peut voir sur cette photo plus distinctement le marbre rose. C'est un château qui, au fil du temps, a été le lieu de résidence ou de séjour de plusieurs figures royales françaises ou étrangères, dont Louis XIV, Pierre Ier de Russie, Napoléon III, plus récemment le général de Gaulle, ou divers chefs d'État étrangers en visite officielle en France, comme le président américain Richard Nixon ou la reine du Royaume-Uni Élisabeth II. Nous sommes dans la galerie des Cottels, qui tient son nom du peintre Jean Cottel le Jeune, portraitiste et miniaturiste de Louis XIV. C'est lui qui a réalisé 21 des 24 tableaux qui sont accrochés dans cette galerie. Voici donc le château de Versailles, un château et un monument historique qui se situe à Versailles et qui fut la résidence des rois de France, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Nous voyons maintenant
le château de Versailles, côté jardin. Maintenant, regardez attentivement cette photo, s'il vous plaît. Est-ce bien le château de Versailles? Eh bien non, ce n'est pas le château de Versailles. Nous sommes en Allemagne, en Bavière, et c'est le château d'Herrenchiemsee, construit par le roi Louis II de Bavière. Connaissez-vous Louis II de Bavière? Il est né en 1845 et est mort en 1886. Il a été roi de Bavière de 1864 à 1886. Il est devenu roi à l'âge de 18 ans et les Bavarois ont accueilli avec enthousiasme ce jeune roi de haute taille. Il mesurait 1,90 m et beau. Pendant son règne, il a fait construire plusieurs châteaux magnifiques, dont le château de Neuschwanstein et le château de Linderhof. À partir de 1871, quand la Bavière devient dépendante de la Prusse, Louis II de Bavière donne l'essentiel des finances bavaroises et sa fortune personnelle dans ses projets de château. Voici le château de Neuschwanstein, qui est aujourd'hui le château le plus célèbre d'Allemagne. Il est visité chaque année par plus d'1 million de touristes. Le château de Neuschwanstein est sur la pièce de 2 € allemande mise en circulation en 2012. La construction de ce château a commencé en 1869 et s'est terminée en 1886. Mais en fait, en 1886, à la mort de Louis II de Bavière, le château n'était pas entièrement terminé. Sa construction a nécessité des quantités énormes de matériaux. Par exemple, entre 1879 et 1880, 465 tonnes de marbre de Salzbourg, 3600 mètres cubes de sable, 600 tonnes de ciment ont été apportées pour la construction du château. En 1867, lors d'un voyage en France, Louis II visita le château de Pierrefonds. C'est de là qu'est venue l'idée de mélanger un style architectural néo-gothique à un autre médiéval. Ce château comporte environ 200 pièces d'une superficie totale de 6000 mètres carrés, mais seulement 15 pièces sont aménagées. Louis II de Bavière était le mécène du compositeur Richard Wagner. Voici maintenant le château de Linderhof qui fut construit de 1874 à 1878. Ce château est inspiré du Trianon. Le château de Linderhof est assez petit, mais les pièces sont magnifiques. Voici à gauche la chambre à coucher du roi, qui est copiée sur celle de Louis XIV à Versailles. À droite, c'est le pavillon mauresque. L'intérieur est somptueux. Et voici la grotte de Vénus, entièrement artificielle, qui a été aménagée pour recréer l'ambiance d'un opéra de Wagner. Le roi aimait aller sur la barque et écouter de la musique de Richard Wagner jouée par un orchestre dissimulé derrière les rochers. Les châteaux de Neuschwanstein et de Linderhof
ne sont pas très loin de Munich. Le troisième château que nous allons voir maintenant, le château de Herrenchiemsee, est lui encore plus proche. Voici le château de Herrenchiemsee qui ressemble beaucoup au château de Versailles. Mais il est en Allemagne, en Bavière, sur une île qui s'appelle Herrenchiemsee. Voici cette petite île où se trouve ce château de Herrenchiemsee. Cette île est à 80 km à l'est de Munich, en direction de Salzbourg. La construction de ce château a commencé en 1878 et elle est inachevée. Les travaux vont être interrompus par manque d'argent. Louis XIV, cependant, s'installera dans ce palais, mais il ne va y habiter que 16 jours. À la mort du roi en 1886, les travaux sont définitivement arrêtés et les 20 pièces du palais, dont la décoration intérieure a été terminée, sont ouvertes au public. L'ouverture du château au public permettra de rembourser les dettes colossales, immenses, accumulées par Louis II de Bavière pour la construction de ce château. Lors de son voyage en France en 1867, le roi de Bavière avait visité le château de Versailles et une admiration passionnée pour Louis XIV était née. Il avait alors décidé de faire construire son propre château de Versailles. La plupart des pièces que l'on peut visiter dans ce château de Herrenchiemsee sont une copie des salles du château de Versailles, mais en nettement plus grandiose. N'avez-vous pas l'impression d'avoir déjà vu cette chambre au château de Versailles? Voici le bureau du roi et on voit derrière lui une peinture de Louis XIV. Voici la galerie des glaces de ce château sur le modèle du château de Versailles. Mais la longueur totale de cette galerie des glaces est de 98 mètres, soit 25 mètres de plus que le modèle original de Versailles. La galerie des glaces est utilisée par le gouvernement allemand de temps en temps, semble-t-il. Ce film est sorti en 1973. C'est un film très célèbre qui parle de la vie de Louis II de Bavière. Le réalisateur est Visconti et le titre français est Le crépuscule des dieux. Sur les deux affiches, allemande et française, on voit le château de Neuschwanstein à l'arrière-plan. Sur les deux affiches, à côté de Louis II de Bavière, on peut voir Élisabeth d'Autriche, sa cousine. C'est Romy Schneider, une actrice allemande naturalisée française, née en 1938 et morte en 1982, qui a joué le rôle de l'impératrice d'Autriche dans plusieurs films. Voici ici à gauche l'actrice Romy Schneider dans le rôle de l'impératrice d'Autriche et à droite la véritable impératrice d'Autriche, Élisabeth. Cette actrice a commencé sa carrière
vers l'âge de 15 ans et de 1955 à 1957, elle interprète l'impératrice Élisabeth d'Autriche, surnommée Sissi, dans 3 films, ce qui va lui valoir succès et reconnaissance internationale. Voici le premier film dont le titre en français est Sissi, qui est sorti en 1955. Et voici les 2 autres films, Sissi impératrice, qui est sorti lui en 1956, et 1 an après, le 3e film, Sissi face à son destin. Et voilà, dans cette première vidéo consacrée au château de Versailles, nous avons bien entendu commencé à visiter ce château magnifique, mais notre visite ne s'est pas arrêtée à la France et nous a conduits jusqu'en Allemagne et plus exactement jusqu'en Bavière pour visiter Herrenchiemsee, le château de Louis II de Bavière. Merci beaucoup et surtout ne manquez pas la 2e vidéo sur le château de Versailles.